Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Dès cette semaine, arrivée des premières livraisons de doses de vaccins contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé Sidi Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Au cours de la rencontre, plusieurs autres décisions prises telles que le recrutement à la fonction publique des personnes en situation de handicap. Alain Dogou et Yapi Yapo avaient suspendu leurs activités au sein de la commission centrale de la CEI. Ils sont désormais de retour, mais leur réintégration marquée par une sanction conformément au règlement intérieur de l'institution. Le porte-parole de la commission électorale indépendante, Émile Brotian, dit que cette action est un manquement au serment. Rester leader de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire et une place de choix dans le monde des médias en Afrique, c'est l'ambition réaffirmée du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Le groupe s'équipe en matériel de dernière génération, un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA pour continuer de proposer davantage de production de qualité. Et puis aux États-Unis, une nouvelle page s'ouvre. Le 46e président a investi. Joe Biden promet d'aller vite. Il annonce qu'il prendra 17 actions pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump. Dans son premier discours, il tend la main, appelle les Américains à l'union. À suivre dans ce journal, le grand angle. Un conseil des ministres a tenu ce mercredi au palais de la présidence. La rencontre est présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions prises. Le gouvernement confirme la suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. Il faut aussi noter l'acquisition dès cette semaine des premières livraisons de doses de vaccins contre la Covid-19. On fait le point avec Viviane Aïmen. Si depuis quelques semaines, l'on assiste à une hausse sur les marchés des prix de certains produits de grande consommation, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 20 janvier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de suspendre la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. Le Conseil a entériné les mesures ci-après arrêtées d'un commun accord avec les acteurs filières blé-farine et huile de palme. 1. La suspension des hausses de prix de l'huile de palme raffinée intervenue en ce mois de janvier 2021 et les prix en vigueur demeurent en conséquence ceux appliqués au 31 décembre 2020. 2. Le gel des prix du sac de 50 kg de la farine boulangère de type 55. Le prix demeure donc à 19 000 francs CFA maximum. Aussi, 2 comités techniques composés des représentants du gouvernement et des filières concernées ont été mis en place afin de poursuivre les concertations en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations et d'assurer la pérennité des activités des industriels. Le Conseil des ministres, au cours de sa séance de ce mercredi 20 janvier, a une fois encore tiré la sonnette d'alarme face à la reprise de l'épidémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. En attendant les mesures qui seront décidées par le Conseil national de sécurité qui se réunira ce jeudi 21 janvier, le Conseil des ministres a examiné les modalités d'acquisition du vaccin dans les plus brefs délais. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement s'est engagé à offrir aux populations des vaccins Covid-19 dès le premier trimestre 2021, qu'ils soient gratuits ou payants. À cet effet, l'Agence ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, a autorisé les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna. L'autorisation de vaccins AstraZeneca de la Grande-Bretagne, Sinopharm de la Chine et Sputnik V de la Russie est attendue pour cette semaine. Les premières livraisons du vaccin Pfizer d'environ 100 000 doses initialement prévues pour la fin janvier 2021 sont reportées à la mi-février compte tenu des retards dans la mise à disposition des vaccins. Toutefois, le Conseil maintient le calendrier prévu pour la campagne de vaccination et a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de poursuivre les préparatifs du dispositif de la campagne. Le Conseil a en outre donné son accord pour la poursuite des opérations de soutien aux entreprises, PME et ménages les plus vulnérables dans le cadre de la Covid-19. Les opérations de soutien aux entreprises et aux populations impactées par la Covid-19 se poursuivront en 2021
au regard de la persistance de la pandémie et de la reprise épidémique. Aussi, pour la gestion 2021, les dotations budgétaires prévues au titre des différents fonds se présentent comme suit. Fonds de soutien aux grandes entreprises, FSGE et FSPME, 110 milliards de francs CFA. Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, 30 milliards de francs CFA. Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, 40 milliards de francs CFA. Le Conseil a par ailleurs autorisé un nouveau recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Les 200 postes budgétaires de grade D1 à A4 prévus pour la session 2020 ont été pourvus à l'issue de travaux de la commission de recrutement dérogatoire composée de représentants de l'administration publique et de ceux des organisations des personnes handicapées. Ainsi ont été retenus sur 1000 dossiers examinés 100 handicapés moteurs, 35 handicapés auditifs, 35 handicapés visuels et 30 personnes portant des handicaps liés aux troubles du développement. Sport, la promotion de la candidature de l'Ivoirien Jacques Anoma à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football, a fait l'objet d'examens en Conseil des ministres ce mercredi 20 janvier. À ce jour, l'état des lieux de la campagne fait apparaître un contexte favorable en raison de son expérience avérée dans les fêtières internationales que sont la CAF et la FIFA. Aussi, le Conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour accentuer les actions diplomatiques et relationnelles, notamment la dynamique communautaire et solidaire de la sous-région pour favoriser l'élection de l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anoma à la présidence de la CAF. Le prochain Conseil des ministres se tiendra dans 2 semaines, soit le mercredi 3 février. Parti revenu, accepté mais sanctionné. Voilà ce qui marque le retour au sein de la CEI de Alain Dogou et Yapi Yapo. La commission centrale les sanctionne pour manquement à leur serment, annonce faite par l'instance chargée des élections. Des détails avec Éric Goré. Ils sont de retour à la commission électorale indépendante après avoir suspendu leur participation aux activités de cette institution. Alain Dogou, deuxième vice-président de la CEI, et Yapo Yapi, commissaire à la CEI. Ces 2 personnalités s'étaient retirées pour convenance personnelle. Une attitude condamnée par l'ensemble des commissaires de la commission électorale indépendante. Le 1er octobre 2020, les 13 commissaires siégeants ont jugé à l'unanimité que les motifs évoqués par les commissaires susmentionnés 30 jours avant l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 n'étaient nullement conformes aux règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante, notamment son règlement intérieur. La commission centrale considère cette action comme un manquement grave à leur serment qui s'assimile, ni plus ou moins, à un acte de parjure. Le président de la CEI a adressé aux 2 commissaires une demande d'explication au nom de la commission centrale et ce conformément à la réglementation interne. 2 mois après l'élection présidentielle et en pleine préparation des élections législatives, Alain Dogou et Yapo Yapi sont de retour à la maison. Un retour accepté par le père, mais qui n'est pas sans conséquences. Dans un souci de transparence et afin de rassurer les électeurs et les candidats, la commission centrale a décidé de leur donner un avertissement et par ailleurs de leur retirer leur zone de supervision électorale pour l'élection des députés du 6 mars 2021. De retirer la présidence de la sous-commission sécurité, informatique et logistique au vice-président Alain Dogou. De se réserver le droit d'analyser la situation après l'élection des députés du 6 mars 2021. La commission centrale reste concentrée sur l'organisation de l'élection des députés du 6 mars 2021, dont la réception des dossiers de candidature s'achève ce vendredi 22 janvier 2021. Le vendredi 22 janvier 2021 est donc la nouvelle date
de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives 2021. On reste avec la commission électorale indépendante et sur ce plateau, nous recevons le porte-parole de la CEI, M. Émile Ebrotier. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un communiqué à nous livrer, on vous écoute. La commission électorale indépendante informe la communauté nationale et l'ensemble des partenaires au processus électoral que Mme Lagou Henriette Adjoa, commissaire centrale, deuxième secrétaire permanente adjointe, a notifié sa démission de la commission centrale au président de la CEI dans une correspondance en date du 18 janvier 2021. Le président de la CEI en a ensuite informé le bureau et la commission centrale conformément aux tests en vigueur. Le président a pris acte de la démission de Mme Lagou Henriette Adjoa. Il a par conséquent immédiatement instruit le secrétaire permanent de la CEI de décharger l'intéressé de toutes les opérations de la commission électorale indépendante. Conformément à la procédure prévue par les tests, le président de la CEI a saisi le gouvernement par un courrier en date du 19 janvier 2021 au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour procéder au remplacement du commissaire démissionnaire. La commission électorale indépendante tient à rassurer la communauté nationale et l'ensemble des partenaires au processus électoral que la démission étant prévue par les tests, celle de Mme Lagou Henriette Adjoa n'affecte nullement le bon fonctionnement de la commission électorale indépendante et la parfaite organisation de l'élection des députés du 6 mars 2021, fait à Abidjan le 20 janvier 2021 pour la commission centrale, le premier secrétaire permanent adjoint, porte-parole Émile Ebrotier. Alors, monsieur le porte-parole, vous restez sur le plateau, juste deux petites questions pour comprendre. Est-ce qu'on a les motifs de la démission de Henriette Lagou? Madame Henriette Lagou se présente comme candidate aux élections législatives. Et vous savez très bien que les membres de la commission ne peuvent pas conserver leur poste et en même temps compétir pour les élections. Alors, il y a 15 membres, elle est partie, il reste 14. Est-ce qu'on connaît la suite de la procédure, surtout en ce qui concerne son remplaçant? Pour la suite de la procédure, comme je le disais tantôt, le président de la CEI a adressé une lettre à monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je crois que le Conseil des ministres de ce jour a donné le nom d'une personnalité. Monsieur Doumbia Soumaïla. Voilà, émanant de l'entité dont relève Madame Lagou. Et je pense que quand cette personnalité aura prêté serment, cette personnalité, comme je le disais tantôt, pourra nous rejoindre pour qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce qu'on a les dates de la prestation de serment de ce nouveau membre? La prestation de serment, c'est le Conseil constitutionnel qui le détermine. Merci, M. Émile Ebrotier, porte-parole de la Commission électorale indépendante, d'être passé sur ce plateau. Moi qui vous remercie. Et l'actualité est aussi marquée par ce qui se passe aux États-Unis. On le voit dans ce grand angle. Joe Biden, le 46e président, a prêté serment. Aujourd'hui, une journée historique marquée par une grande cérémonie sur l'esplanade du National Mall. Donald Trump, absent, avait plutôt, dans la journée, simplement souhaité bonne chance à l'administration Biden. Alexis Ouedraogo. Your right hand and repeat after me. Main gauche sur la Bible, main droite levée. L'ancien vice-président de Barack Obama prête serment. Joe Biden accède à la Maison-Blanche à 78 ans, à l'issue d'une très longue carrière politique. Avant lui, sa vice-présidente Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment. Un acte qui restera gravé dans les livres d'histoire en raison de l'accession pour la toute première fois d'une femme à la vice-présidence des États-Unis. L'ex-sénatrice noire est d'origine indienne. Aux côtés de Joe Biden, les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et George Bush, accompagnés de leur épouse, ont pris part à la cérémonie d'investiture.
Joe Biden prend la tête d'un pays traversé par des crises profondes au terme du mandat de Donald Trump. Ses premières décisions, 17 au total, devraient revenir sur les mesures phares de l'ère Trump, en engageant notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Face à la Covid-19 qui a fait plus de 400 000 morts dans le pays, le démocrate entend signer un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux, appelant tous les Américains à l'endosser pendant 100 jours. Fait sans précédent depuis 150 ans, le président sortant Donald Trump a boudé la cérémonie d'investiture de son successeur en promettant revenir d'une manière ou d'une autre. Et Joe Biden a indiqué une rupture dans sa politique internationale avec Trump. Peut-on parler d'une nouvelle ère avec le continent africain? Ici en Côte d'Ivoire, quelle réaction des populations? Je vous propose d'en suivre quelques-unes. Ça a été un bilan assez mitigé concernant la présidence aux États-Unis d'Amérique. On a eu Trump pour ses 4 ans. Ça a été un mandat assez rocambolesque. Et cette année, c'est l'investiture du président Joe Biden, un démocrate. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il puisse tenir les promesses qu'il a tenues au peuple. Par rapport à Trump, il ne va pas dire que l'Afrique, ils ont toujours des problèmes, on n'est pas là pour lui. Quand il parle souvent, il est beaucoup social et puis il est beaucoup humain. Voilà, ce côté-là, il ne rejette pas le problème des gens comme ça. Trump, quand on a dit réchauffement climatique, ça c'est quelque chose que tout le monde doit cotiser. Il dit non, il n'a rien à voir. Et même Covid, il ne prend pas ça au sérieux. Alors l'autre là, il dit aux gens, même il y a les vaccins, mais essayez de porter le cache-nez et puis bon voilà. Pour moi, c'est un nouvel acteur politique qui viendra avec une nouvelle vision de la politique. Parce qu'on a remarqué avec Donald Trump et sa politique de nationalisation, l'Amérique d'abord, lui vient pour une ouverture d'esprit, essayer de régler ces histoires de tension avec la Chine et s'ouvrir encore sur le monde occidental et sur l'Afrique. Nous sommes là dans 2 Amériques. Un Amérique qui a gagné des élections et l'autre qui conteste. À la Maison-Blanche, il y aura la passation des sièges, mais à quelques mètres de là, il y aura un autre président qui se revendique la victoire. C'est carrément quelque chose d'inédit de ce qu'on connaît de l'Amérique et de la politique occidentale. Les républicains, ils étaient au pouvoir, ils ont fait leur mandat et après maintenant c'est les démocrates qui reviennent. Quelle que soit la situation qu'on a pu voir à la télévision, le refus de Donald Trump de partir, et tout ce qu'on a pu constater, on a vu que la démocratie a pris le dessus. Cela veut dire que c'est une nation qui respecte ses institutions, qui respecte ses valeurs. Ils sont au-dessus des considérations personnelles et en fin de compte, c'est la démocratie qui prend le dessus. L'administration Biden s'ouvre donc au reste du monde. Retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Au sein de l'Organisation mondiale de la santé, cette rupture est saluée par les partenaires du pays. L'Europe se réjouit de l'arrivée d'un ami. Alexis Ouedraogo. Quelques heures avant l'investiture de Joe Biden, l'Europe salue la présence d'un nouvel ami à la Maison-Blanche et invite le président américain à une réunion avec les dirigeants de l'Union européenne. Cette cérémonie mémorable sur les marches du Capitole aux États-Unis sera une preuve de la résilience de la démocratie américaine et surtout une éclatante démonstration qu'enfin, après 4 longues années, l'Europe a un ami à la Maison-Blanche. Des propos appuyés par le président du Conseil européen qui entrevoit l'organisation de la réunion européenne en même temps que le sommet de l'OTAN. Au premier jour de son mandat, j'adresse une proposition solennelle au nouveau président des États-Unis. Construisons ensemble un pacte fondateur nouveau pour une Europe plus forte, pour une Amérique plus forte et pour un monde meilleur. Les dates de la rencontre européenne restent encore à fixer en raison de la Covid-19. Et un fait marque cette investiture. Le président sortant n'a pas participé à la passation de pouvoir. Fallait s'y attendre, puisque Donald Trump avait refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle. Il quitte la Maison-Blanche après 4 années à la tête des États-Unis. On le verra dans le document à venir. C'est une présidence émaillée de plusieurs polémiques. La fin de l'ère Trump, un sujet de Hamza Diaby. 20 janvier 2017.
Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. L'homme d'affaires, candidat du Parti républicain, animateur télé et novice en politique, déjoue la plupart des pronostics et remporte l'élection présidentielle américaine de novembre 2016 face à Hillary Clinton, pourtant donnée favorite par les sondages. Donald Trump, l'homme le plus puissant de la Terre, contre toute attente. Un mandat contre toute attente également émaillé de polémiques. Il qualifie par exemple Haïti, le Salvador et plusieurs nations africaines de pays de merde. Il tente de démentir, mais la déclaration déclenche une indignation mondiale. Champion des tweets ravageurs, il compare son bouton nucléaire à celui du dirigeant nord-coréen. Propos qui inquiètent à Washington et dans les capitales étrangères. Le sujet du réchauffement climatique n'a pas été épargné. Pendant qu'une vague de froid record touche États-Unis et Canada, selon Trump, cela signifie que le réchauffement climatique n'existe pas. Il vient en ce moment-là d'effarer la communauté scientifique par l'un des tweets dont il a le secret. Les États-Unis restent en émoi face à ces déclarations, face à ces actions. Le pays s'interroge sur la santé mentale de son président. En janvier 2018, il passe sa première visite médicale et la Maison-Blanche annonce qu'il est en excellente santé, mais la question revient régulièrement au gré des extravagances de Trump. Est-il fou? Sorti du livre Fire and Fury. Le commandant en chef y est décrit comme un enfant avec des troubles de l'attention. Le principal intéressé, qui est agacé, finit par réagir. Il se qualifie de génie très équilibré. America First. L'Amérique d'abord. Son slogan. Le président s'applique à le respecter à la lettre. Il claque la porte à plusieurs traités multilatéraux, quitte à faire cavalier seul. Les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien et Trump annonce vouloir rétablir une large palette de sanctions à l'encontre de l'Iran. Ce n'est que le début. 12 octobre 2017, le pays de Trump sort de l'UNESCO. Israël lui emboîte le pas dans la foulée au motif que l'institution ferait preuve d'un parti pris anti-israélien. Quelques mois auparavant, en juin 2017, dans le jardin aux roses de la Maison-Blanche, le président américain provoque une onde de choc mondiale, annonçant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, conclu par 195 pays en 2015. Texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité. Trump dénonce un accord très injuste pour son pays et définit le réchauffement climatique comme une invention des Chinois. Les États-Unis mettent fin à leur participation au traité de libre-échange transpacifique. Trump le qualifiait d'accord terrible. Toujours au nom de la défense nationale, Trump lance de nouvelles négociations sur l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Parmi les promesses de campagne pas encore intégralement réalisées figure la construction d'un mur de 1600 km à la frontière mexicaine pour arrêter l'immigration illégale et dont il enverrait la facture au Mexique pour le paiement. Trump affirme aussi vouloir revenir sur le droit du sol ou encore le droit à la torture pour, selon lui, lutter contre le terrorisme. Il instaure le décret anti-immigration interdisant aux citoyens de certains pays à majorité musulmane de séjour aux États-Unis. Trump ne veut plus d'accord protégeant les Dreamers. Il n'y aura pas de légalisation pour ces jeunes immigrés aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Même l'Obamacare, Trump n'en veut plus. Quelques succès diplomatiques tout de même de Donald Trump pour faire oublier les revers. Il avait promis mettre fin aux guerres sans fin des États-Unis au Moyen-Orient. Pour lui, la guerre d'Irak avait été la pire erreur de politique étrangère de l'histoire américaine. Une chose est sûre, Donald Trump a le moins eu recours à la force militaire depuis la fin de la guerre froide, ce qui peut être considéré comme un succès par ceux qui critiquent l'interventionnisme américain. Sous Trump, la Maison-Blanche favorise un accord historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Autre fait marquant, Donald Trump et Kim Jong-un signent à Singapour un accord qualifié d'assez exhaustif par le président américain. La déclaration comprend des garanties mutuelles entre les États-Unis et la Corée du Nord. Premier trimestre de l'année 2020, au moment où le nouveau coronavirus se répand à travers le monde, Donald Trump minimise la maladie. Il lie ensuite le virus à un laboratoire chinois et menace de taxer Pékin. Son arrogance face au petit monstre Covid va coûter cher à son pays. Les États-Unis deviennent le pays le plus durement touché par la pandémie du coronavirus. Le pays le plus endeuillé au monde avec aujourd'hui
400 000 morts. Dans ce tableau si noir, des vaccins sont trouvés contre la maladie. Un espoir pour le monde. Là encore, la politique de vaccination des Américains, adoptée par Donald Trump, est critiquée. On entre en campagne électorale. Les démocrates finissent par choisir l'ancien vice-président de Barack Obama pour affronter le locataire controversé de la Maison-Blanche. Élection présidentielle dans un contexte de crise sanitaire. Trump rassemble les foules. Joe Biden adopte la distanciation physique. Les résultats tombent au compte-gouttes à cause des votes par correspondance qui étaient très nombreux. Biden est élu. Trump s'illustre encore. Il conteste. À 2 semaines de la prise de fonction du démocrate, le président américain Donald Trump affirme qu'il ne concéderait jamais la victoire à Joe Biden. 6 janvier 2020, Donald Trump prononce un discours qui incite ses sympathisants à investir de force le Capitole. C'est l'assaut du Capitole. C'est impensable. Les partisans pro-Trump assiègent le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Quand l'Amérique fait pire que l'Afrique, on déplore des morts. On assiste à la suspension des comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux, lui qui ne jure que par ce moyen de communication. Une procédure de destitution est engagée, mais Donald Trump ne tombera pas. Il restera à son poste jusqu'à ce 20 janvier 2021 où Joe Biden devient officiellement le 46e président de la première puissance mondiale. Joseph Robinette Biden Jr., l'homme que Donald Trump n'a pas cessé de moquer tout au long de la campagne présidentielle, le traitant de faible. Il l'avait surnommé Joe l'endormi, mais c'est à croire que c'est lui qui rêvait éveillé. Fin de parcours donc ce mercredi pour celui qui aura donné un autre sens à la fonction de président, celui qui ne jurait que par les tweets, éternel abonné aux polémiques, celui qui rêvait de redonner à l'Amérique sa grandeur. Voilà pour le grand angle qui marque la fin de l'ère Trump avec l'investiture de Biden, le nouveau président qui met en garde contre l'arrivée de la phase la plus dure et mortelle de la pandémie. Le même appel à la vigilance également lancé ici par les autorités ivoiriennes pour vaincre la Covid. Voici les chiffres de ce mercredi. 214 nouveaux cas de Covid-19 sur 2333 échantillons prélevés, soit 9,2% de cas positifs, 224 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 25 597 cas confirmés, dont 23 867 personnes guéries, 142 décès et 1588 cas actifs. On parle à présent d'eau potable. Là, pour le réseau d'approvisionnement de la riviera Sidessi va connaître des perturbations demain jeudi. Des travaux seront effectués sur le site qui vont causer des désagréments. La SODECI et l'ONAD invitent les populations à prendre les dispositions. Grâce Kando. Les ménages des différents quartiers de la Riviera et de Mputo, Mbadon et Akwedo auront du mal à s'approvisionner en eau potable ce jeudi. La raison ? Des travaux seront effectués sur le réseau des déserts de la Riviera Sidessi au profit des travaux de drainage de la Riviera Palmeraie. Ces travaux consistent à abandonner un tronçon d'approvisionnement d'eau potable à poser un nouveau réseau. Et pendant les travaux de piquage, c'est de raccordement de ces 2 réseaux-là, donc l'ancien et le nouveau-là, qu'il y aura interruption du service d'eau potable. Les travaux démarreront demain. À partir de 8 heures, on est prêt pour commencer et ces travaux-là vont durer à peu près 10 heures. C'est un ouvrage d'une capacité qui est supérieure donc, à l'ouvrage qui existe. Okay. Donc en plus, ça va venir renforcer et sa capacité est encore supérieure. Donc on va voir. Tout ce qu'on fait, c'est de réduire au maximum l'inondation. De grands ouvrages en perspective, cette perturbation du ravitaillement en eau potable dans la commune de Cocody va durer une journée. Dans l'actualité politique ce soir, le ministre Pascal Kwaku-Abinan, coordonnateur régional RHDP de l'Indénié Djoablin, en tournée. Il mobilise les militants de son parti dans le département d'Annibale-Crou. Il prône aussi la paix, la cohésion sociale pour le développement de la région. Mamadou Kwasi. Des diplômes d'honneur remis à ces militants RHDP de la sous-préfecture d'Ako-Boissieu, dans le département d'Annibale-Crou. Ils sont distingués par le coordonnateur régional Pascal Kwaku-Abinan pour leur engagement ainsi que leur contribution à la victoire du président Alassane Ouattara le 31 octobre dernier. Une distinction qui sonne comme un encouragement dans le combat quotidien de la promotion des valeurs du RHDP.
Ce que nous voulons dire au président, c'est de continuer de se battre encore pour faire la Côte d'Ivoire une locomotive de la sous-région, pour faire la Côte d'Ivoire un grand pays d'Afrique. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on veut qu'il continue de faire. On était avec le président, on est avec le président, on sera toujours avec le président. Cette journée d'hommage au président Alassane Ouattara a été l'occasion choisie par les 56 militants du FPI de cette sous-préfecture de faire leur adhésion au RHDP. Nous étions FPI depuis 2010. Aujourd'hui, nous avons vu la relation que le président Alassane Dramane a fait pour nous ici. Nous quittons les FPI pour rejoindre la grande famille RHDP. Le ministre Pascal Kokou Abina, coordonnateur régional du RHDP de l'Indéné-Duablin, s'est félicité du climat de paix qui prévaut dans le village de Siakakro en particulier et dans toute la région en général. Il invite les populations à maintenir ce climat de paix et à s'investir pour la victoire des candidats du RHDP aux prochaines législatives. C'est bien d'avoir voté le président et il faut lui donner une majorité de députés pour qu'il puisse faire passer ses projets. Nous voulons accompagner le président pour qu'il puisse gouverner tranquillement. Et c'est ce qui va être fait. Il faut que nous soyons parmi les régions qui vont donner beaucoup de députés au RHDP et au président. Abordant la question des actions de développement, le ministre Pascal Kokou Abina, par ailleurs président de la région de l'Indéné-Duablin, a rassuré la population de la prise en compte de toutes leurs préoccupations en termes d'infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que le reprofilage de tous les axes routiers. Après Siakakro, le coordonnateur régional du RHDP et ses délégués mettront le cap sur d'autres localités de la région pour saluer la victoire du président Alassane Ouattara et surtout mobiliser les militants pour les législatives du 6 mars 2021. La direction générale de la RTI va continuer de proposer davantage de production de qualité. La radio-télévision vient d'acquérir du nouveau matériel de pointe. C'est un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, réaffirme les ambitions du groupe, rester leader dans l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire et une place de choix dans le monde des médias en Afrique. Walter Amadou Ouattara. Des unités de tournage composées de caméras 4K, de trépieds, microphones professionnels, des drones fantômes, des kits radio-filmés, des live-view, kits Flyband C pour des directs, des enregistreurs Zoom H6, des casques dynamiques pro, des oreillettes et kits de sonorisation. C'est l'essentiel de l'équipement que vient d'acquérir la radio-télévision ivoirienne. Nous venons de procéder à la remise des équipements aux différentes directions de la RTI. C'est un investissement de près d'1 milliard dans un environnement relativement difficile. Vous savez que 2020, ça a été une année de la grosse crise sanitaire qui a affecté les ressources, n'est-ce pas, des entreprises, et la RTI n'en a pas échappé à cette situation. Mais malgré cela, nous avons tenu avec nos collaborateurs, travailler d'arrache-pied pour que ces équipements-là soient là. La performance de la RTI va se ressentir. La RTI est sollicitée un peu partout et tout le temps. Et il faut avoir une capacité de production, une capacité de réaction pour satisfaire les énormes besoins. Avec ces équipements de dernière génération, la RTI compte efficacement faire face aux challenges actuels et défis futurs. Dans ce groupe RTI, il aura marqué de son empreinte toute une génération de passionnés de ce métier. Son style avant-gardiste est aujourd'hui une source d'inspiration. Roger Edmond Fulgence Cassi, animateur vedette de la RTI, décédé le 20 janvier 1989. RFK, comme on l'appelait, aura su réinventer la télévision, Nandjele, Podium, Première Chance, Diamboré et bien d'autres productions qui portent sa marque intemporelle. RFK, 32 ans qu'il a laissé le micro, la RTI qui lui rend hommage aujourd'hui, continue de servir la population. Après la ville de Yamoussoukro, c'est Biankouma à l'ouest du pays qui accueille l'équipe de Bonjour Tour 2021. Les humoristes ont fait montre de leur talent en place de la Concorde le samedi dernier. On voit l'ambiance de cette étape avec Kone Pagasoro de Madangui. Place de la Concorde de Biankouma, ville située dans la région du Tonkwi à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI, humoristes, élus, cadres, chefs traditionnels et populations de cette localité se sont retrouvés dans le cadre de la deuxième étape de Bonjour Tour 2021 après l'étape de Yamoussoukro. Occasion
pour les humoristes de faire montre de leur talent. Celui qui chante, c'est un chanteur. Celui qui chante, c'est un chanteur. Celui qui dort. Celui qui dort. C'est un quoi? C'est un quoi? Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci d'être là. Vous savez, c'est ça la Côte d'Ivoire, être ensemble, cette cohésion. Bonjour, c'est ça, la convivialité. Bonjour Tourou Biankouma, une aubaine pour le général Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de cette deuxième étape, de féliciter la RTI et son directeur général, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant d'inviter l'ensemble des populations de Biankouma à la cohésion, à l'union et à la solidarité. Chers parents, permettez que je vous dise simplement ma joie de vous voir si nombreux ce soir pour commencer l'année en beauté et dans le bonheur. Je voudrais souhaiter aux uns et aux autres une excellente année 2021, mais aussi et surtout un excellent spectacle. Le public s'est réjoui d'avoir pu communier avec ses humoristes préférés. C'est comme ça qu'ils ont posé la question à un petit Yacouba. On dit, toi, c'est quoi ta ville de rêve? Il dit, ma ville de rêve, c'est Amsterdam. On dit, viens écrire au tableau. Il dit, c'est Biankouma. À l'issue de ce grand rendez-vous du rire, les populations ont eu droit à un feu d'artifice offert par le ministre Vagondo qui avait à ses côtés le préfet du département de Biankouma. Après Biankouma, l'équipe de production sera ce vendredi 22 janvier à Aboisseau et le samedi 23 janvier à Tiasalé. En sport football, on parle du championnat d'Afrique des Nations. Le Cameroun et le Mali ont ouvert la journée des matchs de poule malgré la volonté des deux pays de remporter le duel. La rencontre s'est soldée par un nul 1-1. Le résumé avec Jean-Sylvain Resso. Le Cameroun et le Mali devront attendre la troisième et dernière journée de poule avant de valider leur billet pour les quarts de finale du CHAN. Dans le duel des vainqueurs de la première journée, les deux équipes n'ont pu faire mieux qu'un match nul. La rencontre commence bien pour le pays hôte avec cette tête heureuse de Charles Salomon Banga à la 6e minute. Marqué sur une balle arrêtée, le Mali en est également capable. Sur un coup franc, Siaka Samake fait admirer son pied droit. 1-1 à la pause. Les seules sensations de la seconde période interviennent aux 63e et 64e minutes. La belle séquence camerounaise à 3 finit malheureusement sur la barre transversale du portier malien. Dans la continuité de l'action, Moussa Kone échoue face à Achou, le portier camerounais. Score final, 1-1. Ce nul permet aux deux pays de garder avec 4 points les deux premières places du groupe A. Dans le reste de l'actualité en Libye, au moins 43 morts après le naufrage d'une embarcation de migrants. 10 autres personnes ont été secourues selon un bilan annoncé par l'ONU au lendemain du drame. Dans un communiqué conjoint, l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se disent profondément attristés par ce drame. C'est le premier de 2021 en Méditerranée centrale. Le bateau avait embarqué aux premières heures de la journée depuis la ville de Zaouïa à l'ouest de Tripoli. Selon l'ONU, le moteur du navire se serait arrêté quelques heures après le départ et l'embarcation a chaviré en raison de l'état de la mer. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage dit que quand on fait une chute dans la boue, on ne peut nier qu'on s'est sali. Dieu le voulant, on se retrouve demain.